Le bonheur ne serait pas atteint non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Alors Edeni, c'est un projet qui a pour but de faire passer un maximum de personnes de la sensibilisation à l'action, en éveillant leur esprit critique et en apportant vraiment des ressources qui sont vérifiées. On s'entoure toujours d'un pôle d'experts scientifiques très qualitatifs qui ont aussi des valeurs engagées. Et puis essayer via une approche multidisciplinaire, vraiment expérientielle, immersive, de voir tout ce qui comporte la santé, l'écologie, l'éthique, en prenant pour excuse d'introduction le zéro waste. Alors le zéro waste, pourquoi l'anglicisme est à propos? C'est vraiment parce qu'il y a cette double notion d'anti-déchets et gâchis qui permet d'être un symbole palpable. En fait, c'est-à-dire que le climat, l'inégalité dans le monde, ce sont des choses voilà, qui sont parfois lointaines, parfois très proches, mais qui ne sont pas forcément palpables. On a du mal à avoir une action directe dessus. Et puis surtout, notre cerveau a besoin de récompense. Donc quand on est avec son bocal et qu'on voit, on comprend véritablement ce qu'il y a dedans, c'est palpable, on voit qu'on peut avoir un impact tout de suite, bah, dès les premiers jours, il y a un effet récompense de dire ah, ok, je reprends le pouvoir, je suis capable de maîtriser ça. Après, pour voir tout ce qui est monnaie, finance, renversement, les ZAD, la neuroscience, bon. Vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans vos vieux schémas hétéro-conservateurs. Vous pouvez aussi être du côté de la paix, du progrès, de l'épanouissement des êtres humains. On va y aller petit à petit. La nutrition aussi, c'est des thématiques beaucoup plus polémiques et qui prennent beaucoup plus de temps. Mais les zéro waste, c'est quelque chose d'assez simple à maîtriser facilement. Donc là, dans ce bocal, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont tes déchets sur la semaine, sur le mois? Non, alors c'est sur mes déchets sur un an. Donc là, c'est mon déchet au bureau parce que j'ai mon petit bocal personnel on me voit souvent avec en conférence. Mais j'en ai un autre au bureau pour pas me les trimballer non plus. Je me trimballe pas toujours avec mon bocal. Voilà, sous le bras, mais celui-là, c'est au bureau. Alors il y a essentiellement des paquets de maté puisque étant avec un conjoint argentin, j'ai pris l'habitude de boire cette boisson voilà, à la place du café, qui est un peu plus éthique, qui est biologique, je connais voilà, ceux qui l'ont cultivé, il me restait des paquets et voilà, ils vont dedans, ou parfois quelques sachets de thé parce qu'on n'a pas forcément l'opportunité dans nos bureaux d'avoir tout ce qu'on a chez nous. Donc dans ce bocal, un an de déchets au bureau, c'est très très peu. Comment est-ce qu'on fait pour en arriver à produire aussi peu de déchets? Alors peut-être que tu peux nous aiguiller en nous donnant 2-3 trucs, mais je pense que comme c'est une vraie philosophie, peut-être quelques pistes de réflexion pour changer notre attitude dans la consommation. Alors c'est très pertinent de dire changer notre attitude parce qu'en réalité des petits gestes ou les petits pas, on sait que ça ne change pas grand chose, c'est pas ça qui a le plus d'impact. En revanche, c'est vraiment l'état d'esprit et c'est notre réflexion, notre militantisme quelque part, notre résistance qui va véritablement changer. Et c'est tout le process des bootcamps Edeni où en 6 semaines on va accompagner ça. Et pour avoir cet état d'esprit, bah, c'est vraiment de se réapproprier une connaissance qu'on croit totalement disséminée aux 4 coins du monde, où on dit bah, en fait un téléphone portable, je me rends même pas compte de ce qu'il y a dedans, si ça me surveille, si c'est négatif, parce que je serais incapable de le fabriquer. Donc nous on va quelque part démonter, alors pas forcément un smartphone, même si on pourrait le faire, mais vraiment toutes nos habitudes quotidiennes, de voir ok les perturbateurs endocriniens, ok dans un dentifrice, quelles sont les actions d'un dentifrice, pourquoi on se brosse les dents. Donc on revient à ces savoirs qu'on a soit perdu, soit jamais appris, se dire bah ok, donc en fait je m'aperçois que j'ai pas besoin de triclosan, cette molécule voilà, qui est néfaste dans la plupart des dentifrices et perturbateurs endocriniens notoires. J'ai pas forcément besoin de ça, j'ai pas besoin de prendre quelque chose qui vient de l'autre bout du monde, je peux changer ma nutrition et être en bonne santé, je peux posséder moins et vivre mieux, et voilà. Et au fur et à mesure, on va détricoter ces idées reçues, et ça, c'est vraiment un début de changement vraiment pertinent, parce que ça nous redonne du pouvoir, ça nous redonne de l'esprit critique surtout, et logiquement, parce que personne n'est stupide, eh bien on s'aperçoit de la nécessité et de l'envie nous-mêmes qu'on a de changer pour notre propre bien et puis pour celui de la planète, de nos proches, de la survie de l'espèce humaine dans son intégralité. Voilà, ensuite on étudie l'effondrement aussi.
C'est un programme. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut acheter quelque chose, il y a des questions qu'on doit se poser peut-être avant de l'acheter. Et c'est peut-être par ce prisme-là qu'on va réduire notre consommation et par voie de conséquence nos déchets. Exactement. Alors, d'abord, on peut se poser la question du besoin. Est-ce que c'est vraiment utile ce que je vais acheter? Est-ce que je ne l'ai pas déjà en double? Et puis aussi, après, moi j'aime bien ce triptyque de santé, écologie, éthique. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est écologique? Et est-ce que c'est éthique? La plupart du temps, il existe des choses qui ne vont pas répondre à ces trois-là, mais du coup, ça va être un arbitrage à faire, mais au moins en pleine conscience. Où on se dit, par exemple, dans le milieu médical, bah oui, une seringue jetable, c'est pas forcément écologique. Est-ce que c'est non éthique? Faut voir où elle a été fabriquée. Mais est-ce que c'est bon pour la santé? Bon, bah là, si j'en ai besoin, oui. Du coup, je vais pas trop me poser de questions et je vais faire cette injection dont j'ai besoin ou cette transplantation ou je ne sais que sais-je. Après, dans le domaine de la consommation personnelle quotidienne, moi, j'ai plus rien de consommable chez moi. J'ai plus de plastique à part ce qui est BTP, voilà, encadreur de fenêtres ou choses comme ça, mais c'est pas quelque chose de la consommation quotidienne. On a déjà tellement à faire parce que on dit souvent que 70% des émissions de gaz à effet de serre sont engendrées par 100 entreprises seulement. Donc premièrement, moi je vais essayer d'aller voir ces 100 entreprises x 10 COMEX et de parler à cet individu pour l'action qu'il va pouvoir changer, le pouvoir qu'il a entre ses mains. Mais sinon, au-delà, tout simplement, le plus grand pouvoir, c'est celui de l'argent. C'est que la plupart de ces entreprises ont comme consommateur final nous, la population, voire comme premier consommateur, ce qu'on appelle le B2C. Donc si on n'achète plus leurs produits, moi par exemple, ça fait des années que j'ai pas... peut-être 10 ans que je n'ai pas consommé un paquet Haribo ou M&M's, ce truc comme ça, dans lequel il peut y avoir du glutamate monosodique, dans lequel il y a des productions qui sont ni saines, ni écologiques, ni éthiques. Bon bah, ça fait toujours un appel d'air en moins, en tout cas, auquel je ne contribue pas, et de l'argent qui ne va pas dans cette poche-là. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Exactement, alors il n'y a pas que ça, on n'est pas naïf non plus, évidemment qu'il y a d'autres choses, mais ça en fait partie quand même. Et puis, comme tu le disais, c'est aussi un déclic à avoir dans notre cerveau pour nous permettre d'aller au-delà. Mais on ne naît pas, tout comme on est rarement vegan zero waste pour nos générations, on est rarement militant, écologiste, résistant. Voilà. Je pense qu'il y a des étapes et qu'il faut aussi agir avec bienveillance envers ceux qui n'ont pas eu l'évolution sociale, le contexte qui a fait, les études, les rencontres, qui ont fait que ce sont des choses qui les ont sensibilisés et on les comprend. Franchement, il y a des situations où on comprend bien que le cadet des soucis c'est le climat à tort, hein, parce que voilà. Et du coup, s'adresser à tout le monde et être ensemble. Et moi, je suis totalement pour les actions de résistance très fortes, tout comme les actions un petit peu plus soft. Le but, c'est d'avoir un idéal commun. Ça, en revanche, c'est très important. Se dire, on n'a pas la vérité absolue n'existe pas, mais en revanche, il y a quand même un idéal asymptotique où on peut essayer de s'en approcher et de se dire, allons dans la même direction, chacun à son rythme, en cohérence et en honnêteté. Moi, je préfère quelqu'un qui est coupable quelque part, ressent ce sentiment de culpabilité, de se dire ouais, je sais, c'est vraiment le dernier vol en avion que je fais pour le loisir, mais je me rends compte et je m'en cache pas, publiquement je suis capable d'admettre que c'est pas bien et je dis pas oui bon ça va rien changer, non, je le reconnais, acknowledge. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Et en mettant aussi en place les actions de se dire ok, je m'engage, la prochaine fois je prends pas l'avion, je vais faire l'enterrement de vie de garçon à côté, je vais consommer plus local. Voilà, ce qu'il faut c'est respecter les étapes que chacun a le droit de prendre. On n'est pas là pour imposer une dictature de l'esprit, il faut que ce soit fait en pleine conscience. En revanche, une fois que la personne est sensibilisée et dit et reconnaître l'être, là il faut arrêter le greenwashing et puis passer à l'action. Pour ces plaisirs-là, les Haribo, prenons ces deux exemples très concrets parce que c'est vrai qu'ils sont assez parlants. Le jour où tu réalises vraiment
que premièrement, tu n'as plus de place dans ton bocal. Donc il y a un effet de petit défi envers toi-même de dire ah mais ça va pas rentrer dedans, ce serait quand même bête de plus tenir ça dans mon bocal parce que je vais avoir l'emballage. Et surtout de se dire oh, et en fait je réalise qu'il y a dedans genre la graisse de porc, c'est tout plein d'antibiotiques, le glutamate monosodique qui ralentit mon cerveau, les colorants, en fait ça donne plus du tout envie. Et moi ça m'arrive, mais ça m'arrive hein, parce que j'ai le souvenir alors ça va être Haribo ou autre chose, je vais dans un petit moment où on a besoin de comfort food, on est tous, voilà, on va dire allez j'ai besoin d'un petit boost, là j'ai envie de me faire plaisir. J'espère que tu n'as pas oublié les glucides. T'es fou. Éviter la sous-alimentation, c'est très mauvais. Hein. Je vais dans le rayon, je m'approche des Haribo ou d'autres choses, je le prends dans la main. Hein, et là, heureusement, en général, il y a la queue. Et en faisant la queue ou en m'approchant de la caisse, je regarde le truc et je me dis, franchement, non quoi. Sur la deuxième chose des voyages, il y a 100 000 manières de voyager. On n'a pas attendu l'avion pour voyager. Le plus beau voyage qu'on réalise, c'est quand on lit Le Petit Prince et qu'on a 10 ans. Voilà, notre esprit, il vagabonde, il erre, il imagine, il n'y a rien de plus beau. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Alors là, on va me dire, oui, bon, c'est gentil, mais c'est un peu bullshit quand même, soit. Je le pense sincèrement, mais je reconnais que de temps en temps, on a aussi besoin de se déplacer et la vertu du voyage, de prendre le temps, alors déjà prendre le temps du voyage, donc par exemple un train Paris-Berlin, 8 heures de nuit, ou d'aller à Lisbonne en train, je l'ai déjà fait, je suis même allée jusqu'à Beijing, jusqu'à Pékin en train depuis Paris. Et bah c'est le voyage en soi. Après j'ai passé 2 jours à Beijing, de toute façon c'est trop pollué, j'avais pas envie d'y rester plus de temps. Mais voilà, c'est 3 semaines de transsibérien, de tout ça. Alors c'est pas accessible à toutes les bourses, mais moi c'était quelque chose que j'avais économisé sur très longtemps. Et sinon, pour beaucoup moins cher que ça, bah, prenez un sac à dos et allez à pied dans la région d'à côté, aller rencontrer des personnes, faire du woofing. Franchement, il y a énormément de manières de voyager et on a de la chance en plus en France d'avoir à peu près tous les paysages qui peuvent nous transporter partout. On a le Colorado dans le sud de la France, on a la Camargue, on a la Bretagne, on a des paysages, les gorges du Verdon. Et au-delà même de la France, on a l'Europe. On traverse une frontière, on est une autre langue, une autre culture, beaucoup plus de bière pour le côté germanique. Et encore une fois, il s'agit de ne pas se frustrer. Il ne faut surtout pas le faire par sacrifice. Il ne faut pas que toi tu te dises bon bah je prends pas mon Haribo parce que c'est pas bon pour la planète, ou plus de vacances, allez je reste chez moi, je regarde la télé parce que je peux pas prendre l'avion. Non, il faut comprendre et l'accepter. Moi par exemple maintenant j'en ai vraiment vu mon bonheur et la différence quand je fais du couchsurfing proche de chez moi, je prends le train. En fait, j'ai plus envie de prendre l'avion. Je me rends compte ces heures, aller à l'aéroport en dehors de Paris ou d'une grande ville, faire la queue, être avec tous ces gens qui ne vous regardent même pas, qui sont pressés, qui sont montés, on ne sait pas au niveau pression, en plus ça change des choses dans son corps, il y a des décalages horaires. Enfin, j'ai pas de temps à perdre moi, pour tout ça, franchement. Donc voilà, on se trouve d'autres manières et puis après, ouvrons des livres aussi. Ouvrons des livres. Si vraiment on veut voyager, étudier la culture de l'autre, il y a énormément de livres qui ont été écrits, ou alors prenons 3 mois pour aller en Asie en train. Tu avais abordé un sujet qui est aussi très important pour moi, qui me touche personnellement, qui est le déterminisme social. Je pense que c'est très important aussi de pas mépriser des personnes qui ne seraient pas du tout au sujet, à la page sur ces sujets-là, pas encore été confrontés par exemple à la collapsologie, à la santé, à la diminution de la durée de vie. Peut-être une parenthèse sur la collapsologie, excuse-moi pour que les gens comprennent. Alors la collapsologie, c'est la science de l'effondrement. Or l'effondrement, outre les imaginaires hollywoodiens qu'on peut en avoir, c'est pas forcément la fin du monde à la Mad Max du tout. C'est juste à partir d'un moment donné où il y a des systèmes qui s'emballent et où l'État n'est plus capable, l'État ou d'autres méga-systèmes ne sont plus capables de les réguler et de les contrôler.
Donc ça veut dire par exemple l'effondrement, ça peut être du jour au lendemain, comme c'est arrivé en Argentine en 2001 ou en Grèce, les banques ne sont plus capables de vous délivrer l'argent que vous avez sur votre compte. Donc ça va entraîner tout un tas de choses. Il peut y avoir aussi une grève ou un oléoduc, une décision géopolitique qui va bloquer l'arrivée de pétrole dans un pays qui n'en a pas. Eh bien c'est d'un coup tous les transports du pays qui sont gelés. Or par exemple si on applique ça à la France, Paris, en 3 jours de blocage des transports, il n'y a plus d'aliments. Tout le monde se rue dans les supermarchés et il n'y a plus de denrées alimentaires disponibles dans Paris au bout de 3 jours seulement, alimentés par Rungis. C'est emmerdant ça. Voilà, donc c'est un peu ça qui entraîne petit à petit, et ça peut être sur plusieurs dizaines d'années, c'est pas forcément un événement du jour au lendemain apocalyptique, mais ça peut être par exemple, moi je considère qu'on est déjà dans une sorte d'effondrement quand on voit ce qu'on est capable, l'absurdité parfois de certains gestes où on se fait du mal à nous-mêmes, où on s'abrutit devant des émissions ou en mangeant des choses mauvaises. Ce genre de choses, on peut considérer aussi que c'est l'évolution d'une société mondialisée qui a failli. Du coup, le déterminisme social, c'est de considérer que nous ne sommes pas forcément responsables de nos pensées et surtout de nos situations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, mais qu'elles sont dues à un déterminisme social, c'est-à-dire de là où on est né, de la banlieue dans laquelle on a grandi, de l'éducation qu'on a reçue, des professeurs qui étaient en grève ou pas au moment de notions de débat clés, d'exercice de notre esprit critique, de problèmes monétaires, de problèmes, voilà, et qui fait qu'il y a la reproduction des élites sociales qui, malgré ce qu'on veut faire croire en France avec la méritocratie, tout ça, est toujours à l'œuvre. On n'a qu'à regarder qui sort de l'ENA et ce que faisaient les parents. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et loin d'appeler à la révolution et de dire que c'est une honte, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent, et le déterminisme social, tout le monde peut en porter les stigmates et les préjudices aussi bien dans les zones les plus aisées que les zones les plus pauvres. Et encore une fois, moi quand on me dit aussi oui le zero waste ou le bootcamp Edeni c'est bien pour des gens qui ont le temps de se poser des questions, je rappelle toujours que Edeni est né dans les bidonvilles de Buenos Aires parce que moi je considère que ça m'a apporté tellement de bonheur, tellement de bien-être à des moments où j'étais mal en point psychologiquement mais aussi financièrement et potentiellement au niveau aussi de santé, que je considère que tout le monde mérite de vivre mieux avec moins, peu importe son revenu, son salaire, sa situation sociale, et que oui, dans les bidonvilles, on bénéficie aussi d'avoir un savon de Marseille pour se laver de la tête aux pieds, ou un savon artisanal en Argentine. Et que ça, le déterminisme social ne doit pas être une excuse pour dire « Oh mais ces sujets-là, ça parle pas aux gilets jaunes par exemple ». Bah si, en fait, les gilets jaunes, moi je les comprends totalement. Ils ont raison parce qu'avant de taxer les pauvres gens qui prennent leur voiture, allons lutter contre l'évasion fiscale et puis contre le kérosène aussi. Parce que là, pour le coup, l'avion loisir, je connais peu de pauvres qui vont au boulot en voiture. Ou peu de personnes qui en ont besoin pour aller faire leurs courses. Du coup, voilà, je vois pas pourquoi le kérosène a plus de subventions et moins de taxes que la voiture et que le train est aussi taxé. Les transports en commun devraient être pratiquement gratuits. Là, il devrait y avoir des subventions, pas pour le CICE ou pas pour le TAFTA ou que sais-je. Tout simplement parce que j'ai pas envie de donner de fausses illusions et de faire du greenwashing. Oui, actuellement, il est beaucoup plus simple tout ce qu'on dit de l'adopter et de le faire en ville qu'à la campagne. Quand on aura le temps et qu'on aura grandi un peu, on fera un bootcamp spécial pour zone à la campagne. Mais là, actuellement, moi, la plupart des solutions que je donne, parce que on est très dans le concret, hein. Nous, on veut un vrai impact. À la fin des 6 semaines, les personnes ont vraiment réussi à avoir leur vocal, pas forcément annuel, mais au moins hebdomadaire, pour ça, même avec des enfants. Donc, on veut surtout pas mentir et être dans une fausse promesse et dire bah oui, tout le monde va arriver à ça, tout le monde va réussir à passer chez Enercorp, tout le monde va réussir à changer son moteur de recherche, tout le monde va réussir à utiliser une monnaie locale. C'est pas vrai. Ça dépend beaucoup. Donc, le déterminisme social, ça, non, parce que nous, justement, on lutte contre ça. En revanche, sa situation géographique, oui.
incontestablement. Et on va surtout pas encourager tout le monde à passer par Amazon parce qu'on est loin d'une petite épicerie qui propose du vrac. Moi je viens de la campagne, mes parents y sont, et franchement s'ils doivent prendre la voiture et faire 60 km aller-retour pour trouver une épicerie en vrac, ça vaut pas le coup, on s'aperçoit des limites voilà, du changement, d'où le fait que tout ne pourra pas venir de nous-mêmes. Il faut aussi qu'il y ait du gouvernement, des restrictions qui fassent que les supermarchés soient obligés de s'adapter, obligés de passer au vrac, et que toutes les centrales d'achat soient obligées de passer à ça, et que ce ne soit pas que une contrainte personnelle. Même si moi, en ville, je considère que franchement, il n'y a pas de contrainte. Dans les grandes villes de France, que ce soit Lyon, Marseille, Bordeaux, tout le monde est à moins d'une demi-heure de transport en commun, une zone où on peut faire ses courses. Après, c'est des adaptations, c'est des apprentissages que nous on enseigne, de dire comment tu peux réorganiser aussi ta semaine pour te dire je vais faire les courses une fois tous les 6 mois pour ce qui est de remplir 1 litre d'argile blanche, 1 litre de farine, 1 litre de machin, voilà, pour faire tous ces trucs. Et puis tout ce qui est achat plus hebdomadaire, ou ça peut être même une AMAP qui va nous livrer. Voilà, on s'adapte vraiment localement aux personnes. On a un modèle où notre connaissance est open source. Nous on a fait un gros travail, plus de 5000 heures de recherche avec des nutritionnistes, avec des dermatologues, avec des neuroscientifiques, avec des sociologues, avec des spécialistes, des gynécos aussi, pour vraiment valider nos recettes, nos savoirs, ce qu'on raconte. C'est très malin de parler de créativité sur ce changement de paradigme qu'on va avoir pour arriver au zéro déchet, ou à une alimentation 100% végétale, ou à un militantisme plus collectif, des actions qui vont avoir un impact sur la société. Parce que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc il ne s'agit pas de se dire je fais une action, 2 actions, ça y est, j'ai fait ma part. Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. C'est vraiment une autre manière de vivre, et surtout nous on parle beaucoup de réinventer nos paradigmes, explorer de nouveaux idéaux en les incarnant vraiment concrètement, c'est-à-dire ok, moi j'aimerais un monde sans plastique, je commence par balayer devant ma porte. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Qu'est-ce que je peux remplacer chez moi? Tout ce qui est du plastique, comment je peux faire pour qu'il n'y en ait plus? Et que ça reste local, parce qu'encore une fois, il ne faut pas dire « Oh, j'ai plus de plastique, j'ai commandé un truc en bois précieux de Thaïlande. » Voilà, non. C'est important aussi de se dire comment je peux faire pour avoir remplacé au fur et à mesure, ou upcycler, ou réutiliser, pour utiliser le moins de ressources possible ce que j'ai chez moi. Donc, par exemple, acheter une gourde, franchement une gourde en inox, c'est le premier pas à faire. On ne devrait plus avoir à consommer plus une seule bouteille en plastique de sa vie, ça c'est possible. Plus de paille en plastique non plus, on peut boire directement au verre, c'est très simple. Et puis sinon avoir une paille en inox ou en bambou, on peut faire quelques-uns de ces cosmétiques, mais comme tu le disais, dans 20 mètres carrés, parfois on se dit « j'ai pas la place de tout faire ou d'avoir tout le matériel ». Revenons à du simple, à du créatif, à du low-tech, en discuter entre nous. Voilà, nous on essaie de donner des petites pistes, on fait des vidéos sur la chaîne YouTube pour donner des petites indications, mais ça suffit pas. Quand on lit un livre ou quand on regarde une vidéo, on est passif. Ça ne présage pas du tout de ce qu'on va en faire vraiment et de si ça va être inscrit dans la durée. Pour ça, nous on a le bootcamp et c'est 50 heures sur 6 semaines. Donc là on a le temps d'approfondir, d'ancrer, mais après vous n'avez pas besoin du bootcamp, vous pouvez le faire vous-même, c'est juste que c'est un peu plus dur, c'est comme de se mettre au sport avec un coach sportif, ou de se mettre à la philosophie avec un professeur qui va nous renvoyer un petit peu un dialogue, c'est beaucoup plus intéressant. Une action résolue fait que le changement des conditions amène la percée. Mais voilà, après, il y a aussi l'association Edeni, on organise plein de rencontres, plein de débats, plein de conférences gratuites. C'est à vous aussi de savoir gérer votre budget et de dire est-ce que je mets 500 € ou 1000 € dans un nouveau smartphone ou dans des vacances super loin dans un bel hôtel, ou est-ce que je le fais pour changer mon paradigme, pour apprendre, pour changer l'intégralité de ma vie, faire des économies de temps aussi, vraiment. Le zéro déchet prend pas plus de temps, c'est juste du savoir à appliquer. Ça c'est important, ça prend pas plus de temps et ça coûte pas plus cher. Ça coûte moins cher, vraiment. Il y a une étude qui a été faite d'ailleurs, qui est très documentée, qui est très dure à lire parce que c'est très très gros. Ça s'appelle le guide éco-frugal.
rédigé de Philippe Lévesque en partenariat avec l'ADEME. C'est vraiment un gros pavé où ça répertorie toutes les économies, mais vraiment ultra chiffrées, qu'on fait en adoptant petit à petit l'éponge en bois qu'on va remplacer, la gourde en plastique, le truc machin. Ils arrivent à 5 000 € d'économie possible par foyer. Donc moi je divise par 2 et c'est à peu près ce que j'ai identifié sur mon foyer, mon compagnon et moi. On est à peu près 2 000 € d'économie minimum par an, sans compter le fait qu'on n'a plus besoin, c'est pas qu'on le fait pas, c'est pas qu'on s'en prive, c'est qu'on n'a plus besoin d'acheter de fringues. Parce qu'on se sent bien dans ce qu'on a, déjà on mange mieux, on est plus équilibré, donc on n'a pas l'effet yo-yo, on doit changer de fringues pour ça. Et puis on achète des fringues de seconde main par exemple, intemporelles, où on va réutiliser plus. Enfin voilà, on n'est plus dans cet asservissement à la mode, à la surconsommation. Vraiment, ça c'est une libération magique. C'est très important le partage en effet pour retrouver un petit peu notre connexion et notre entraide d'humain. Et de se dire qu'on n'est pas obligé de subir. Moi, il y a une expérience que je cite souvent, en fait, la première session du bootcamp. On est organisé autour de 6 grands modules, toujours avec une partie corporelle, une partie spirituelle, une partie très concrète, une partie court, une partie voilà, où ils font eux-mêmes et ils remportent quelque chose chez eux. Et il y a l'expérience de 1000 grammes, partie de l'expérience dont on ne connaît pas forcément beaucoup l'existence, c'est de se dire qu'on a étudié aussi l'impact sur la personne qui va attribuer les coûts d'électricité. Donc pas celui qui est censé en souffrir. J'en ai assez. Je suis trop mal. Mais celui qui administre les coûts. Or celui qui administre les coûts souffre lui-même. Pour 80% des individus, eh ben, ils sont en état de choc post-traumatique après, ils suent, ils tremblent, ils disent mais vous êtes sûr, je continue d'appuyer. Qu'est-ce qu'on fait? Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts. Il va pas bien du tout, ça risque de mal tourner. Et ben nous c'est un peu pareil en fait avec les burn-out, les cancers, les périodes de stress, les pelades, voilà, tout ce qu'on va avoir, le fait de se gratter, le fait de prendre du poids, le fait... Ben, tout ça, pourquoi on ne s'écoute pas? Le fait de partager nos émotions entre nous et surtout avec nous-mêmes. Si on s'écoutait un petit peu plus, c'est pour ça que je parle des dénis, de l'introspection à l'action, parce que je pense que c'est important d'apprendre à s'écouter pour s'apercevoir qu'on ne peut pas vivre tout seul et on ne peut pas vivre non plus dans un monde totalement déshumanisé, soumis au libéralisme technocratique qui nous lead à la baguette actuellement tous. Eh bien, réfléchissez si finalement, comme le disait Saint-Exupéry, le bonheur ne serait pas atteint non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer.